8h21, ici même sur Actu Matin. Guidez-nous, Steve Coton, bonjour. Bonjour, c'est Christian Adandéjan. Bienvenue en plateau. Je vous reçois en compagnie d'Hakim Selou Ousseli, mon compagnon de ce matin. Alors, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro sont out. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié sont dans la course pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. La nouvelle constitution, son histoire est en train de s'écrire en ce moment. Oui, évidemment, on a suivi, comme tout le monde, la décision du juge constitutionnel ivoirien d'hier en date de 14 septembre qui a validé sur 4 candidatures. Et particulièrement, on a constaté que l'actuel président, sa candidature a été validée parce que c'est sur ce point qu'on attendait le juge constitutionnel. Mais aussi, on a vu quand même que 2 candidatures, c'est-à-dire Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, ont été invalidées. Bon, ça, on attendait bien évidemment ces 2 invalidations. Alors, attendre les 2 invalidations, pourquoi? Pour l'actualité judiciaire qui a précédé en quelque sorte ces 2 candidatures, c'est naturel. Maintenant, pour le cas Gbagbo, quand même, on n'est pas sûr que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a déposé sa candidature en fait, parce qu'il y a un défaut de scienture et autres. Et donc, connaissant Laurent Gbagbo, sa rigueur, je suis sûr qu'il ne serait jamais tenté de porter sa candidature avec des défauts aussi élémentaires que ça. Maintenant, on peut constater la stratégie peut-être de Guillaume Soro en déposant sa candidature, en faisant même le dimanche passé ou bien le samedi, je pense, une investiture via les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut imaginer qu'il est dans la logique de sa stratégie, c'est-à-dire décider d'affronter le système politique en place, système qu'il a contribué à installer lui-même. Alors, quand on regarde la posture des 2 hommes, des 2 personnalités, Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et Guillaume Soro, qui a occupé de hautes fonctions également dans cette République, qui a d'ailleurs participé au vote de cette nouvelle constitution et autres. Le plus pacifiste parmi les 2, c'est qui alors? Mais le plus pacifiste, ça se voit, je pense que Laurent Gbagbo, puisque Guillaume Soro officiellement avait incarné une rébellion par le passé. De 2002 à 2011, la rébellion, les forces nouvelles qui a sévi en Côte d'Ivoire avec tas de problèmes qu'on connaît. En tout cas, il y a un dossier qui est ouvert au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, le pacifiste se désigne librement lui-même. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que il faut prier pour que la Côte d'Ivoire ne retombe pas en fait dans les travers qu'on lui connaissait. Et j'espère que les Ivoiriens, la classe politique entière, ils vont trouver les moyens qu'il faut et les méthodes qu'il faut. Si vous demandez de prier, c'est parce que vous êtes sûr que ça ne va pas être facile. Mais rien n'est facile, Est-ce que vous connaissez un pays dans lequel l'actualité politique est facile sur le continent? Je ne connais pas un seul pays. Donc, en tout cas, la situation en Côte d'Ivoire, moi, ça ne m'étonne pas guère parce qu'on ne peut qu'attendre à ça, en fait. Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat? Bon, le juge constitutionnel n'a pas qualifié ça de 3e mandat. S'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître quand même aux Ivoiriens, ils ont décidé de créer une nouvelle république. Et ils l'ont fait en 2016. Et cette nouvelle république a reconduit en quelque sorte, en tout cas dans le nouveau pacte social, ils ont reconduit 2 mandats renouvelables, un mandat renouvelable une seule fois. Maintenant, l'interprétation revient au juge constitutionnel. Justement, l'interprétation, c'est ça qui pose problème. Parce qu'en réalité, oui, quand il a annoncé sa candidature pour la présidentielle quelques jours en arrière, vous avez vu un peu la montée de la violence en Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas faibli. On a comptabilisé 15 morts. Et même déjà à l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, on a vu encore que ça a repris de part et d'autre en Côte d'Ivoire. Oui, je suis sûr que tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire savent que le dernier mot reviendrait au juge constitutionnel. Exactement. Donc maintenant, le juge constitutionnel a tranché et a validé la candidature de Ouattara. Est-ce que pour ça, il faut se tuer? Je ne pense pas. Il faut aller dans les urnes et démontrer à Ouattara qu'il n'est pas du peuple. C'est ce qui s'est passé au Sénégal avec Macky Sall, où Abdoulaye Wade a voulu rempiler dans les mêmes contextes. Le juge constitutionnel a interprété, a validé sa candidature, mais dans les urnes, il a été battu. Bien avant, il y avait également le cas Abdou Diouf, je pense. Voilà, donc je pense qu'il faut détaboutiser certains nombres
de débat dans la marche démocratique de nos États en Afrique et affronter nos peurs, affronter nos réalités, affronter nos faiblesses et nos défauts, au lieu de rester là à être figé sur des débats. Et moi, je pense qu'Angela Merkel est en train de faire son 4e mandat en Allemagne parce qu'ils ont des idées, ils ont vu ensemble qu'elle peut continuer. Ce n'est pas qu'on ne manque pas dans son parti de personnalité pour continuer ce n'est pas qu'elle est indispensable. Vous êtes pour la durée des chefs d'État au pouvoir, c'est ça? La durée des chefs d'État au pouvoir, rien ne s'appelle comme ça en fait. Sincèrement pas là. Rien ne s'appelle comme ça. Moi, je ne suis pas Ouattara, je ne vais pas décider à sa place. Si j'étais à sa place, je sais ce que j'aurais fait. Maintenant, c'est lui qui a décidé ainsi. Ne faisons pas un débat manichéen. Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Non. Discuter autour de quoi? Mais, je dis, si le juge constitutionnel invalidait sa candidature, est-ce qu'il peut continuer? Non. S'il tente de continuer, alors que le juge constitutionnel a invalidé sa candidature, là, on peut dire attention, on ne peut que fonctionner sur des règles et arrêtons-nous là. Vous voulez que... Moi, j'ai mes convictions personnelles, il a ses convictions personnelles. Apprenons à respecter... Ces convictions personnelles font monter la tension en Côte d'Ivoire. L'histoire rend chacun responsable des actes qu'il a posés, en fait. L'histoire le rendra responsable de ce qu'il a pu faire. Ce qu'on ne dit pas assez. On pense que la situation de la Côte d'Ivoire, c'est comme un pays où une démocratie parfaite marchait, où on peut faire les choses dans les règles de l'art, tout. Mais on oublie que c'est un pays qui a traversé 9 ans de guerre. De 2002 à 2011, exactement. Les Ivoiriens se sont fait la guerre. Il ne faut pas retomber, mais après 9 ans de guerre, montrez-moi un pays en Afrique où après 9 ans de guerre, juste en 10 ans de gouvernance, on a pu reconstruire politiquement ce pays. Regardez, on a pu reconstruire politiquement ce pays. Parce que ça se fait. Oui. Vous pensez que la reconstruction, c'est pour quand? Mais la reconstruction n'est pas imputée exclusivement à Ouattara. C'est à tous les acteurs politiques ivoiriens. Quand vous regardez, en dehors, mettons Ouattara de côté, mais regardez, Bédié est encore candidat. Et quand on va demander au FPI, la seule personnalité autour de laquelle les militants, peut-être et certains sympathisants seraient d'accord, c'est Laurent Gbagbo. C'est un échec. Ça veut dire on ne tente pas, les acteurs politiques et surtout les partis politiques traditionnels ne tentent pas de projeter en quelque sorte la Côte d'Ivoire dans l'avenir. Et si on va un peu plus loin, regardez, prenons 6 personnalités politiques les plus en vue dans les 2, excluez les 4 qui ont été retenus. On peut retrouver, c'est que 2 triangles, c'est-à-dire vous avez Afin Guessa et Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et Alassane Dramane Ouattara, Bertin Konan, Kouadio, et puis Henri Konan Bédié. Ça veut dire même dans leur propre camp, les acteurs politiques emblématiques sont contestés, mais ne sont pas prêts à céder en fait la place à une nouvelle génération ou bien à préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'échec de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire et non de Alassane Dramane Ouattara. Moi, je tente juste d'être un peu modéré vis-à-vis des acteurs politiques ivoiriens parce que j'estime peut-être que construire politiquement un pays qui a été déchiré par la guerre pendant 9 ans, ce n'est pas une mince affaire. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'on nous évite cette situation actuelle en Côte d'Ivoire? En fait, après la guerre, quand Ouattara a pris le pouvoir, il y a 4 éléments qui devraient amener à faire bouger, à déployer la Côte d'Ivoire dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire la gouvernance économique, la gouvernance sociale, c'est-à-dire et la gouvernance politique, faire fonctionner les institutions. Et maintenant, déployer la Côte d'Ivoire sur le plan international, c'est-à-dire redonner le blason du pays, son image à l'international. Alors, Ouattara s'est attaqué au volet économique à travers des programmes d'investissement massifs et d'infrastructures. Peut-être qu'il a réussi ça. Peut-être qu'il a tenté, il a quelques résultats qu'il peut présenter. Mais on constate aussi que sur le volet social, qu'il a échoué parce que le chômage est là. Et sur le volet politique, qu'il a aussi échoué. C'est un constat. C'est un constat. Maintenant, est-ce que pour ça, il faut jeter le bébé l'eau du bain? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce qu'il a échoué qu'il a réussi à tirer leçon de cet échec qu'il pense qu'il peut encore corriger les choses? Mais on a vu qu'on a désigné un candidat, d'accord? Et le candidat n'est plus. D'accord? C'est pour dire quoi? Personne. Il n'y a plus personne. Non, ce n'est pas qu'il n'y a plus personne. Ce que je voulais dire autrement, c'est quoi? C'est que tout peut arriver.
un fait divers peut changer le cours de l'histoire. Oui. Rien ne nous dit que Ouattara sera élu ou bien il va continuer d'être président et autres. La seule chose que nous pouvons souhaiter, c'est le meilleur pour la Côte d'Ivoire en fait. Oui. Est-ce que vous pensez que Ouattara a aujourd'hui les moyens de calmer le peuple ivoirien, les Ivoiriens qui sont divisés sur sa candidature? J'aurais posé la question autrement, c'est-à-dire en disant, est-ce que l'opposition politique aujourd'hui à Ouattara est capable de rééditer l'exploit des Sénégalais en 2012? Ça, c'est sur cette question que moi j'aurais aimé que l'opposition travaille malgré le système mis en place par Ouattara, malgré tout ce que Ouattara a comme levier de pouvoir, que Ouad avait aussi, d'accord? Est-ce que l'opposition politique est capable aujourd'hui de travailler à présenter un projet d'avenir aux Ivoiriens, un projet de votre paix analyse, et de stabilité? est-ce que vous avez la réponse à cette question? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que ils sont... Vous avez vu, le candidat qui a gagné au Sénégal, c'était le candidat qui était le moins focalisé sur Ouad, en fait. Macky Sall avait son projet, son programme, et l'opposition, malgré qu'il avait quitté le camp même d'Abdoulaye Wade, il avait son programme, il travaillait sur le terrain, il était le plus sérieux, même dans les postes, il n'était pas dans la vindicative contre Wade. Vous voyez? Mais quand l'opposition traditionnelle, incarnée par les Tanor Diong et ses alliés socialistes, mais ils étaient obligés de se retrouver à soutenir Macky Sall, qui est un libéral comme Wade. Donc, je pense quand même qu'en Afrique, nous avons une petite expérience politique et il faut que les gens dans l'opposition commencent par s'inspirer de ces expériences. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il faut qu'on commence aussi, d'accord, pas interpeller l'opposition, parce que critiquer, c'est petit. Pas interpeller l'opposition, parce que ça commence par faire trop. Qu'on voit des gens, d'accord, qui ont une posture dans l'opposition, et après, et ça, je veux parler de Ouattara, et après, quand ils arrivent au pouvoir, on voit que ça change fondamentalement. Ce qui nous amène, il faut désormais qu'on commence par poser la question de savoir, est-ce que ceux qu'on écoute dans l'opposition, est-ce qu'ils y croient vraiment à ce qu'ils disent quand ils sont dans l'opposition? Pour qu'on n'ait pas ce cycle qui se répète à la tête des États où les gens disent quelque chose quand ils sont dans l'opposition et après, quand ils arrivent au pouvoir, ils font tout le contraire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition. Et je pense que les Ivoiriens sont dans la même situation. Le 31 octobre, c'est pour bientôt l'avenir avant le 31 octobre en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous Non, je pense que le plus grand enjeu pour les Ivoiriens, c'est la paix et la stabilité d'abord. C'est la paix et la stabilité. Parce que sans la paix et la stabilité, il n'y a même pas de démocratie. Donc le plus grand enjeu pour le pays, c'est la paix et la stabilité. Et ce qui est peut-être un peu, je ne vais pas dire malheureux, mais dommage, c'est que le premier acteur en Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale. Oui, ce ne sont même pas les acteurs politiques ivoiriens. Donc, on va observer en quelque sorte comment la communauté internationale va déplacer les curseurs en Côte d'Ivoire. Ça a inspiré ailleurs. Oui, pour voir ce qui va se passer. Et bien, souhaitons parce que la Côte d'Ivoire, après tout, c'est la locomotive de l'UEMOA. Et c'est la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Donc, nous, du côté du Bénin, nous avons intérêt à ce que les choses se passent très bien dans ce pays. Et c'est ce que nous souhaitons pour les Ivoiriens. En tout cas, la paix pour eux. Merci beaucoup. Merci à vous, Didier Steve Poton, juriste, analyste politique et consultant en gouvernance démocratique pour cette analyse sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous aurons au téléphone